Patron, il a partagé ma cellule pendant des années en prison, hurle la domestique, sa voix faisant voler en éclats les verres de cristal dans le grand salon. Antoine Beaumont se fige au milieu d'une conversation, son visage devenant livide. La salle sombre dans le chaos, les invités suffoquent de stupeur, mais Nathalie Mercier reste de marbre. Ce n'est pas une explosion due au hasard, c'est l'effondrement d'un empire bâti sur des mensonges enfouis. Un seul modèle pourrait tout faire basculer. L'air s'épaissit de l'odeur piquante du champagne renversé, se mêlant au parfum lourd de l'acajou ciré et des orchidées fraîches du centre de table. Les pas résonnent sèchement sur le sol en marbre, comme des accusations rebondissant sur les murs aux dorures. Les mains de Nathalie tremblent le long de son corps. Ses jointures blanchies sur son simple uniforme noir, la sueur perlant à son front malgré le courant d'air frais venant du lustre monumental. Son cœur bat à tout rompre, un tambour implacable dans cet espace opulent où les smokings luisent contre les tentures de velours. De l'autre côté du salon, une jeune invitée, Élise Beaumont, l'épouse d'Antoine, serre son collier, ses yeux écarquillés par le choc, les lèvres entr'ouvertes sur une question muette. Mais Nathalie n'était pas là pour le glamour de la soirée. Elle était là parce que 8 années de silence avaient pris fin à cet instant, déclenché par une ombre vacillant sur le mur des portraits, une ombre qu'elle connaissait depuis les barreaux d'acier froid et les promesses murmurées. La révélation frappe comme une tempête. Antoine, le puissant magnate, n'est pas le self-made man qu'il prétend être. Il est le codétenu qui l'a trahi, la laissant pourrir tandis qu'il volait sa vie. Et maintenant, une mort suspecte de leur passé commun menace de refaire surface, attirant tout le monde dans cette toile. Antoine Beaumont s'élance, la mâchoire serrée, car exposer son passé carcéral briserait son trône au conseil d'administration et la fortune bâtie sur la tromperie. Élise Beaumont s'interpose, la voix brisée par la panique, car elle cache ses propres soupçons sur les sombres secrets d'Antoine depuis des années, craignant qu'un divorce ne la laisse sans le sou. Louis Beaumont, le fils ambitieux d'Antoine, force un rire depuis un coin, car le moindre scandale pourrait faire dérailler son héritage, l'empire pour lequel il s'est battu dans les bureaux et les coulisses. Chacun d'eux est sur le fil du rasoir, gains et pertes suspendues au prochain souffle de Nathalie. Mais cette histoire n'a pas commencé dans ce salon scintillant. Elle a commencé il y a 8 ans, quand Nathalie, une mère dévouée accusée à tort, a rencontré Antoine dans les confins obscurs d'une prison de haute sécurité. Cette rencontre a planté des graines de confiance qui se sont transformées en épines, des couches d'identité et de trahison attendant d'éclore. La vérité n'est pas simple. C'est un labyrinthe de faux documents et de serments oubliés. Pour comprendre comment Nathalie est arrivée à cette confrontation explosive, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire de leur cellule partagée 8 ans plus tôt, où la survie a forgé un lien indéfectible, l'histoire de l'évasion calculée d'Antoine 2 ans plus tard, l'abandonnant au système, et l'histoire d'un testament caché datant d'il y a 6 mois à peine, liant leur destin d'une manière que personne n'avait vu venir. Tout a commencé lors d'une nuit de jugement orageuse. Si cette révélation choquante vous a déjà captivé, imaginez la suite. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ne manquez pas la vengeance épique qui change tout. Votre voyage vers l'émancipation commence ici. 8 ans avant ce cri déchirant dans le salon de l'hôtel particulier, Nathalie Mercier se réveille chaque matin à l'aube, précisément à 5h15, dans les limites étroites de son 2 pièces en banlieue parisienne. Le réveil, une vieille relique numérique aux chiffres vacillants, perce le silence comme une sirène lointaine. Elle se lève sans hésiter, son corps fonctionnant en pilote automatique malgré la douleur dans ses articulations due à des années de labeur. À 55 ans, la silhouette de Nathalie est robuste mais usée, les épaules légèrement voûtées d'avoir porté des plateaux et frotté des sols, sa peau gravée de ridules autour de ses yeux sombres qui parlent de nuit blanche. Ses cheveux, autrefois épais et noirs, sont maintenant striés d'argent, tiré en un chignon pratique qui révèle une légère cicatrice le long de sa tempe, souvenir d'une chute oubliée. Elle vit seule dans cet espace modeste, aux murs peints d'un beige délavé.
l'air portant la légère odeur de renfermé d'un immeuble qui a connu des jours meilleurs. Une unique fenêtre donne sur un parking fissuré où elle gare sa berline d'occasion, fiable mais sans éclat. Nathalie s'habille rapidement de simples chemisiers en coton et de pantalons, privilégiant les tons terre qui se fondent dans le décor. Pratique pour une femme qui a appris à être invisible quand cela l'arrange. Ses mains, calleuses et stables, préparent un modeste petit déjeuner composé d'un café noir et d'une tartine mangée debout devant le minuscule comptoir de la cuisine. Il n'y a pas de hâte dans ses mouvements, mais une efficacité née de la nécessité. Elle part à 6 ans, la porte claquant derrière elle comme un point final à une autre journée sans histoire. Dans son quartier, Nathalie est connue comme le pilier silencieux, la femme qui salue tout le monde d'un signe de tête mais partage peu. Sa qualité première est une loyauté indéfectible, celle qui la liait autrefois à sa famille et à ses amis contre vent et marée, faisant d'elle la personne vers qui l'on se tournait en cas de crise. Les voisins se souviennent comment elle organisait des repas de quartier après les tempêtes, ou écoutait patiemment les récits de malheurs sans jugement. Pourtant, cette force est mêlée d'un défaut tenace, une méfiance profonde qui l'isole des liens plus profonds. Elle aidera une inconnue avec ses courses, mais n'invite jamais personne chez elle. Ses sourires polis mais gardés, comme si elle s'attendait à la trahison, à chaque tournant. Cette dualité vient d'une vie où la confiance a été sa plus grande vulnérabilité. La réputation de fiabilité de Nathalie masque une prudence qui la garde en sécurité, mais aussi profondément seule. Au travail, ses collègues apprécient sa ponctualité et sa discrétion, murmurant qu'elle est du genre à se souvenir des anniversaires avec de petits gestes attentionnés. Une carte glissée dans un casier, jamais extravagante, mais creusée plus loin. Et ils sentent les barrières. Elle dévie les questions sur son passé par un changement de sujet délicat, son rire léger mais évasif. Ce mélange de chaleur et de réserve la définit, férocement protectrice de ceux qu'elle choisit, mais scrutant toujours la faille qui pourrait tout briser. Le passé de Nathalie est une ombre qu'elle porte en silence, enracinée dans un traumatisme qui a remodelé son monde il y a 15 ans. Elle était alors une épouse et une mère dévouée, tenant une petite boulangerie avec son mari, Robert, dans un quartier animé d'immigrants. Leur vie était simple mais heureuse, jusqu'à la mort soudaine de Robert dans un accident de travail à l'usine, la laissant élever seule leur fille adolescente, Sophie. La véritable blessure est venue 2 ans plus tard. Faussement accusée d'avoir détourné de l'argent des fournisseurs de la boulangerie, un coup monté par un concurrent jaloux, Nathalie a été condamnée à 5 ans de prison. Le procès a été un brouillard de témoins partiaux et d'avocats commis d'office incompétents. Elle a tout perdu, sa maison, son commerce, et pire que tout, la garde de Sophie, qui a été placée chez des parents éloignés. Ces années derrière les barreaux ont construit des murs émotionnels plus épais que le béton. L'isolement a engendré la suspicion, et la perte de sa fille a créé un gouffre de chagrin qu'elle exprime rarement. Nathalie en est ressortie changée, son cœur autrefois ouvert, désormais blindé contre la vulnérabilité. Elle s'est reconstruite par fragments. Petit boulot, cours du soir pour un certificat de nettoyage. Mais la cicatrice demeure, une rage tranquille bouillonnant sous son extérieur calme. Faire confiance aux autres équivaut maintenant à leur tendre une arme chargée. Sa loyauté persiste, mais seulement selon ses propres termes, un mécanisme de défense forgé dans le feu de la trahison. Au fond d'elle, Nathalie nourrit un rêve qui semble aussi lointain que les étoiles. Un désir impossible de retrouver la dignité qu'on lui a volée, de ne plus être une ombre dans le monde de quelqu'un d'autre, mais d'en être le centre. Elle aspire à l'indépendance financière, à une petite maison à elle où Sophie, maintenant adulte et distante, pourrait un jour revenir sans pitié. Ce désir se manifeste par un symbole tangible, un délicat médaillon en or gravé « La famille d'abord », qui appartenait autrefois à sa mère. Rangé dans un tiroir, il n'a pas été porté depuis des années, sa chaîne ternie, mais intacte. Nathalie le touche parfois dans les moments calmes, ses doigts traçant le fermoir, imaginant une vie où elle ne serait plus définie par ses erreurs passées ou les tromperies des autres. C'est plus qu'un bijou,
C'est le phare du respect de soi qu'elle a perdu dans les salles d'audience et les cellules, un rappel que la rédemption n'est pas seulement la survie, mais l'épanouissement selon ses propres règles. Pourtant, le poursuivre signifie risquer la fragile stabilité qu'elle a bâtie, affronter les fantômes qu'elle préférerait ignorer. Pour l'instant, cela reste un talisman privé, nourrissant sa détermination tout en lui faisant mal comme une blessure ouverte. La lourde porte de fer claqua derrière Nathalie alors qu'elle entrait dans le couloir sombre de la prison pour femmes de Fleury-Mérogis. Son premier jour s'étendant devant elle comme un tunnel sans fin. À 40 ans, elle sentait le poids de la combinaison orange plus que celui des menottes qu'on venait de lui retirer. L'air était lourd de l'odeur d'eau de javel et de sueur séchée, bien loin des relents de levure chaude de sa boulangerie. Elle serrait une fine couverture reçue à l'accueil, ses yeux balayant les rangées de cellules à la recherche du moindre signe de bienveillance dans cette jungle de béton. C'est là qu'elle l'a vu pour la première fois, ou plutôt entendu à travers les barreaux de l'aile adjacente pendant l'heure de promenade. Antoine Beaumont, alors un homme sec d'une petite cinquantaine d'années, purgeant une peine pour fraude, se disputait avec un gardien au sujet d'un livre passé en contrebande. Sa voix tranchait les murmures, vive et inflexible, mais il y avait une lueur de désespoir dans sa posture qui faisait écho à sa propre peur. Nathalie s'arrêta près du grillage, observant tandis qu'il cédait d'un signe de tête, son regard se posant sur elle. « Nouvelle ?» lança-t-il d'un ton désinvolte mais inquisiteur. Elle hocha la tête, incertaine. Dans ce bref échange à travers la cour, sous les dures lumières fluorescentes, quelque chose s'agita, une reconnaissance partagée d'être à la dérive, deux âmes perdues dans la même tempête. Ce fut l'étincelle d'une connexion qu'aucun d'eux n'anticipait, née de l'implacable routine de la prison. 2 semaines plus tard, lors de la séance de thérapie de groupe obligatoire dans la salle polyvalente de la prison, Nathalie et Antoine furent mis en binôme pour un exercice de discussion. Le cercle de chaises pliantes semblait claustrophobique, le bourdonnement des néons amplifiant chaque mouvement mal à l'aise. Nathalie était assise raidement, les bras croisés, tandis qu'Antoine se penchait en avant, les yeux intenses. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il, brisant la glace après que l'animateur se fut éloigné. Nathalie hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Un mensonge », dit-elle finalement. « Ils ont dit que j'avais volé dans mon commerce, mais c'était tout ce qu'il me restait après la mort de mon mari. » Antoine hocha lentement la tête, ses doigts tambourinant sur la coudoir. « Fraude », répondit-il. « J'ai fait confiance au mauvais partenaire. Ça m'a tout coûté. Femme, enfant, liberté. » Un silence s'installa entre eux, lourd de pertes inexprimées. Nathalie le regarda. « Comment continuez-vous » Le rire d'Antoine fut amer. « On ne continue pas. On s'adapte, on trouve des alliés. Quel est votre plan pour la sortie ?» Elle haussa les épaules. « Récupérer ma fille. Recommencer. » Il se pencha plus près. « La loyauté est rare ici. Mais c'est une monnaie d'échange. Restez avec moi et nous nous en sortirons tous les deux. » Nathalie croisa son regard, une chaleur timide s'installant. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui ne se brise pas facilement. » Leurs mots tissèrent un fil fragile, le minuteur de la session s'égrenant, tandis que le gardien annonçait la fin. En cette heure, les barrières s'étaient suffisamment fissurées pour laisser la confiance s'infiltrer. Alors que la session se terminait, Nathalie s'attarda près de la porte, Antoine à ses côtés. « Promettez-moi quelque chose, » dit-il, la voix basse au milieu du bruit des pas traînants. « Quand nous serons sortis, car nous sortirons, nous nous couvrirons mutuellement. » Sans poser de questions, Nathalie sonda son visage, la cicatrice sur sa joue captant la lumière. C'était un saut dans le vide, mais dans ce lieu dépouillé d'illusions, cela semblait réel. « Entendu », murmura-t-elle, « pour ma fille, pour votre famille. » Ils se serrèrent brièvement la main, la poignée ferme, scellant un pacte qui résonna dans le couloir vide alors qu'ils se séparaient. Cette promesse devint l'encre dans la routine de Nathalie, un rappel murmuré pendant les nuits de couvre-feu, portant le poids d'avenir encore incertain. Le monde dans lequel Nathalie évolue est fait de divisions brutales, où la structure rigide de la prison déteint sur les hiérarchies tacites de la société extérieure. Fleury-Mérogis elle-même
est une forteresse de pierres grises et de barbelés. Ses couloirs résonnant du bourdonnement constant des ventilateurs et de cris lointains. L'odeur des repas institutionnels trop cuits flotte dans l'air, choux bouillis et un vague relent métallique des plateaux, tandis que le froid des sols en béton s'infiltre à travers les chaussettes fines, rappel perpétuel de la vulnérabilité. Dans la cour, le gravier crisse sous les pieds, le soleil filtré par le grillage projetant des ombres rayées comme des barreaux de prison sur la peau. La hiérarchie règne ici. Les gardiens manient les matraques avec une autorité désinvolte. Les détenus forment des clans basés sur les crimes ou les origines. Les fraudeurs en col blanc comme Antoine dans un coin, les longues peines dans un autre. Les règles sont de fer. Aucun objet personnel au-delà d'une Bible ou d'une photo. Extinction des feux à 21 heures précises. Et la confiance ne se gagne que par le silence ou les faveurs. Les infractions signifient l'isolement, un trou noir qui brise les faibles. Au-delà des murs, le contexte se déplace vers les bas-fonds de la réinsertion urbaine, foyer de semi-liberté à la peinture écaillée, salon de l'emploi qui regarde les ex-détenus avec suspicion. La dynamique sociale favorise ceux qui ont des relations. Antoine, avec son charme, navigue entre les deux mondes en forgeant des alliances, tandis que Nathalie, une outsider marquée par ses origines modestes et son statut de mère célibataire, survit en marge. Elle s'intègre difficilement, sa compétence discrète négligée au profit de survivantes plus flamboyantes. Pourtant, sa résilience lui taille une petite place au milieu du chaos. Une femme qui plie, mais ne cède jamais complètement au système. Les semaines se transformèrent en mois au rythme implacable de la vie carcérale, et le premier signe subtil d'un conflit imminent se glissa près de Nathalie comme une ombre dans la buanderie embuée. C'était un après-midi de travail, l'air épais de la rumeur humide des machines industrielles et de l'odeur âcre de la lessive. Nathalie pliait méthodiquement les draps, son esprit tourné vers la dernière lettre de Sophie, des mots distants d'une fille qui s'éloignait. Antoine apparut à l'embrasure de la porte, le visage tendu, serrant une note froissée du bureau du directeur. « Rumeur de transfert », marmonna-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il sépare les non-violents. Il pourrait nous séparer. » Nathalie s'arrêta, une serviette à moitié pliée dans les mains. Cela lui parut étrange. Son urgence semblait personnelle, mêlée de non-dits. « On s'arrangera », dit-elle, se forçant au calme. Mais dans ses yeux, elle capta une lueur, non pas de peur, mais de calcul, comme s'il planifiait déjà des chemins sans elle. Elle chassa cette idée, l'attribuant à la paranoïa qui s'emparait de tout le monde ici. Après tout, leur pacte était solide. Pourtant, alors qu'il s'éloignait, la note glissait dans sa poche, un faible malaise s'installa dans sa poitrine, ignoré au milieu du train-train quotidien des comptages et des repas. C'était le premier murmure de fracture, enfoui sous des couches de survie partagée. Puis vint la mention de l'homme qui deviendrait son adversaire involontaire, tissé dans les conversations pendant la récréation du soir, dans la salle commune. La pièce sentait le café éventé de la machine, les chaises raclant le linoléum, alors que les détenus se rassemblaient. Antoine se glissa sur le banc, à côté de Nathalie, la voix basse. « Tu as entendu parler de Harlan Crow aujourd'hui ? Ce requin de la finance qui s'est fait pincer pour délit d'initié. On dit qu'il a des relations. Avocat, juge. Il pourrait bientôt négocier un accord. » Nathalie hocha la tête distraitement, triant un jeu de cartes usé. Le nom de Harlan flottait comme un fantôme. C'était la légende murmurée de la prison, une élite déchue qui dînait de privilèges, tandis que les autres survivaient à peine. « Ça sent les ennuis », répondit-elle en distribuant les cartes. Le ton d'Antoine s'aiguisa. « Ou une opportunité. Les types comme lui n'oublient pas les faveurs. » La conversation s'attarda. Antoine tournant autour de l'influence de Harlan, son ambition brillant comme une lame cachée. Nathalie sentit le sous-entendu. Un homme lorgnant des voies de sortie, des alliances au-delà de leurs simples liens. Elle repoussa cela, se concentrant sur les motifs familiers des cartes. Harlan restait une figure lointaine, mais la fixation d'Antoine planta une graine de doute, le premier contour d'un antagoniste émergeant du brouillard des menaces routinières. Dans les heures calmes avant le couvre-feu, Nathalie savoura ce qui lui semblait être sa dernière paix fragile, assise seule sur sa couchette, le médaillon à la main.
L'unique ampoule de la cellule jetait une lueur chaude, adoucissant les bords froids des barreaux, tandis que le bourdonnement lointain de l'établissement berçait comme une complainte réticente. Elle traça la gravure, les souvenirs du rire de Sophie refaisant surface, gâteau d'anniversaire glacé de mains tremblantes, fête de fin d'année décorée de guirlandes en papier. La vie extérieure s'estompait dans ce monde confiné, mais des moments comme celui-ci offraient un réconfort, un souffle avant la tempête inévitable. Les mots d'Antoine résonnaient faiblement, mais elle les chassa, serrant le médaillon plus fort. Demain apporterait un autre service, une autre lettre peut-être, et le rythme régulier de l'endurance. Pour l'instant, la paix l'enveloppait comme une couverture usée, temporaire, précieuse, et totalement inconsciente des vents violents qui se levaient juste au-delà de l'horizon. Ce fut précisément cette loyauté jurée, forgée dans la pénombre des vœux de prison, qui conduirait Nathalie, 2 ans plus tard, à faire le choix le plus dangereux de sa vie. 2 ans après cette promesse murmurée dans le couloir retentissant de la prison, Nathalie Mercier franchit la grille en fer forgé de l'hôtel particulier des Beaumont pour la première fois, son CV serré comme un bouclier contre le froid d'automne. La propriété se dressait sur la colline, un vaste monument de pierre et de verre qui criait la vieille fortune, des tourelles perçant le ciel gris, des pelouses manucurées s'étendant comme des tapis verts. Elle avait répondu à l'annonce pour un poste de gouvernante à demeure via une agence discrète qui servait l'élite, ses références élogieuses mais vagues, nettoyées de son casier judiciaire. L'entretien fut une formalité. Madame Élise Beaumont, avec ses boucles d'oreilles en perles et son sourire mesuré, hocha la tête avec approbation devant le regard stable et les mains calleuses de Nathalie. « Nous avons besoin de quelqu'un de discret », avait dit Élise, sa voix douce mais teintée de fatigue. « Monsieur Beaumont voyage souvent. La maison devient solitaire. » Nathalie accepta sur le champ, le poste promettant un salaire régulier et une chambre dans les quartiers du personnel. Assez pour commencer à économiser pour les études de Sophie, pour combler le fossé que les années avaient creusé entre elles. Alors qu'elle défaisait son unique valise ce soir-là, le médaillon brillant à la lumière de la lampe, l'espoir vacilla. C'était un nouveau départ, du moins c'est ce qu'elle se disait, ignorant le faible malaise du silence poli de la demeure. Mais le détonateur s'enclencha dès le lendemain matin, dans la cuisine baignée de soleil où les casseroles en cuivre pendaient comme des bijoux oubliés. Nathalie polissait l'argenterie quand Antoine Beaumont entra, une tasse de café à la main, lui tournant le dos tandis qu'il consultait une tablette. Le monde bascula. Il était là, plus âgé, plus large dans un costume sur mesure, les cheveux poivre et sel mais indubitables, la cicatrice sur la joue, la mâchoire affûtée de ses innombrables discussions nocturnes derrière les barreaux. Son souffle se coupa, le chiffon glissant de ses doigts pour s'écraser sur le comptoir en marbre. Antoine se retourna, ses yeux se plantant dans les siens, la reconnaissance affleurant comme un lent poison. « Toi » murmura-t-il, la voix basse, reculant comme s'il s'était brûlé. Les genoux de Nathalie fléchirent contre l'îlot central, son esprit tourbillonnant dans un torrent d'incrédulité et de fureur. Comment ? Il était censé être dans l'Ouest, à recommencer à zéro comme promis. Antoine Beaumont, le condamné pour fraude, devenu homme d'affaires légitime. La trahison la submergea. Il avait disparu après sa libération anticipée, la laissant purger la totalité de sa peine, sans lettre, sans bouée de sauvetage. Sa poitrine se serra, sa respiration devenant superficielle, les larmes brûlantes mais non versées alors que la rage montait. Cet homme, son allié juré, régnait maintenant sur cet empire pendant qu'elle frottait ses sols. L'injustice lui griffa la gorge, des années de chagrin réprimé éclatant en tremblements silencieux. L'enfance perdue de Sophie, la tombe de Robert non pleurée, tout cela parce qu'il avait trahi sa parole. Elle s'agrippa au comptoir, les jointures blanchissant, la pièce devenant floue alors que le poids du temps volé l'écrasait. Une tempête viscérale menaçant de noyer son sang-froid. Comment le lien de la survie avait-il pu se tordre en cette cruelle mascarade? Antoine se reprit le premier, son visage se durcissant en un masque d'autorité. « Nathalie, qu'est-ce que tu fiches ici ?»
Ces mots tranchèrent l'air, chargés d'accusations plutôt que de choc, comme si sa présence était l'intrusion. Élise s'arrêta sur le seuil, un plateau de viennoiseries à la main, les sourcils froncés. « Chérie, tout va bien ?» Les invités de la veille, deux associés en affaires attardés pour le petit déjeuner, échangèrent des regards depuis le coin repas, l'un s'éclaircissant la gorge avec gêne. Louis, le fils d'Antoine, entra alors nonchalamment, téléphone à la main, un sourire narquois face à la tension. « Papa, qui est cet employé qui fait une scène ?» La pièce retint son souffle, les fourchettes suspendues en l'air, tandis qu'Antoine leur faisait signe de s'éloigner sèchement. Affaire de famille, excusez-nous, mais l'onde de choc se propagea. Les murmures commencèrent, les regards se tournant vers Nathalie, qui se tenait figée, la révélation flottant comme de la fumée. La main d'Élise trembla sur le plateau, faisant tomber des miettes. Les associés bougèrent mal à l'aise, sentant une fissure dans la façade des Beaumont. Le monde de Nathalie se réduisit au regard froid d'Antoine, le détonateur entièrement allumé, déclenchant un feu qui les consumerait tous. Nathalie se réfugia dans l'armoire à linge cet après-midi-là, son esprit un tourbillon de doutes et de détermination. Comment a-t-il construit tout ça sans moi? A-t-il utilisé nos histoires? Les a-t-il transformées en succès? Les questions la battaient. La peur d'être démasqué, se heurtant aux besoins brûlants de réponse. Et si le confronter lui coûtait ce travail, ce fragile point d'ancrage? Sophie avait besoin de cet argent, un faux pas, et elle retournerait aux agences d'intérim, fuyant les ex-détenus. Pourtant, le silence ressemblait à une autre prison, l'enchaînant à son mensonge. « Je lui ai confié mon âme dans cette cellule, » pensa-t-elle, le pouls battant, et il m'a laissé pourrir. Pourquoi? Le pouvoir? La tempête intérieure faisait rage, le doute murmurant la retraite, la fureur exigeant la vérité. Elle ne pouvait pas simplement tourner les talons. Le médaillon dans sa poche brûlait comme une marque au fer rouge, lui rappelant la dignité qu'il lui avait volée. Après des heures à arpenter l'espace étroit, les étagères de serviettes pliées, se moquant de son tourment, Nathalie fit son choix, le confronter ce soir, seule. C'était risqué, mais la passivité lui avait déjà coûté une fille et une vie. Elle lissa son uniforme, s'armant de courage, sa décision un pont fragile au-dessus de l'abîme. Ce soir-là, alors que l'hôtel particulier s'installait dans le crépuscule, Nathalie se glissa dans le bureau d'Antoine, la porte grinçant doucement derrière elle. La pièce sentait les livres reliés en cuir et le scotch vieilli, la lumière du feu dansant sur les panneaux de chêne. Antoine leva les yeux de son bureau, la surprise vacillant avant de se muer en irritation. « Faites vite, je ne tolère pas l'insubordination. » Nathalie ferma la porte, sa voix stable malgré le séisme intérieur. « L'insolence? Après avoir promis de me couvrir, j'ai fait 2 ans de plus parce que tu as disparu, Antoine. Ou devrais-je t'appeler par ton ancien nom ici ?» Il se leva, la dominant de l'autre côté du bureau, mais elle insista. « Je suis venu chercher des réponses. Comment as-tu obtenu cette vie? Et pourquoi m'avoir laissé derrière ?» Le rire d'Antoine fut creux, contournant le bureau tel un prédateur. « La survie, Nathalie. Tu crois que les serments de prison signifient quelque chose ici? J'ai négocié un accord. Protection de témoins, nouvelle identité. Tu étais un boulet, toujours empêtré dans cette sale affaire de détournement. » Son cœur se serra, mais elle tint bon. « Un boulet? Nous partagions tout. Les plans, les peurs. Sophie a perdu sa mère à cause de ton accord. » Il se pencha vers elle, son souffle chaud. « Et j'ai perdu ma liberté en premier. Ça ?» Il désigna la pièce. « C'est à moi maintenant. Pars, ou je m'assurerai que plus personne ne t'embauche. » La tentative de Nathalie de raisonner s'effondra lorsqu'il sortit un dossier d'un tiroir. Son dossier pénitentiaire, étrangement en sa possession. « Pars maintenant. Et oublie que nous nous sommes jamais rencontrés. » La complication la frappa comme une gifle. Il n'était pas seulement libre. Il tenait son passé comme une arme, la confrontation se retournant contre elle en un piège plus profond. Le conflit s'intensifia naturellement au cours des jours suivants, Antoine redoublant de cruauté calculée. Il assigna à Nathalie les pénibles services de nuit, la forçant à nettoyer les couloirs sans fin de la demeure jusqu'à l'aube, sa présence une ombre constante, passant ses ordres par des notes, ses yeux des rappels froids de leur histoire. Efficacité, Mercier, lançait-il lors des inspections, son ton chargé d'une menace privée.
Élise remarqua la tension. Prenant Nathalie à part dans la buanderie un après-midi, le bourdonnement des séchoirs couvrant leurs mots. « Il est étrange depuis que vous êtes arrivé. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Nathalie hésita. L'intervention étant une fissure dans la façade, mais la loyauté envers sa propre douleur lui fit garder le silence. « Juste le travail, madame. » Élise hocha la tête, peu convaincue, sa propre lassitude évidente. L'enjeu monta quand Antoine laissa accidentellement un dossier sur le comptoir de la cuisine. Des photos de l'admission en prison de Nathalie, glissées là où Louis pourrait les trouver. Le fils la confronta dans le garage, d'un air méprisant. « Papa dit que tu crées des problèmes. Une ex-taularde, c'est ça? Un mot et tu es dehors. » Nathalie serra les poings, l'intensification devenant personnelle. L'arrogance d'Antoine tissant un nœud coulant avec leur passé commun. Mais dans le calme de sa chambre, cette nuit-là, en fouillant dans de vieilles lettres, une micro-révélation fit surface. Une note jaunie d'Antoine, datée d'après sa libération, promettant de la contacter. C'était réel, 10% de la vérité émergeant, suggérant que son abandon n'était pas totalement accidentel, mais faisait partie d'une tromperie plus large liée à une fortune familiale qu'il convoitait déjà à l'époque. Les enjeux montèrent d'un cran, la détermination de Nathalie s'endurcissant au milieu de la tempête. Nathalie fouilla plus profondément la semaine suivante, se faufilant dans le grenier pendant une rare heure de liberté, les particules de poussière tourbillonnant dans la lumière oblique filtrant par les fenêtres sales. L'espace était un tombeau de reliques des Beaumont, des malles de papier jaunis, des trésors de famille oubliés, ramassant les toiles d'araignée. Ses doigts tremblèrent en forçant une boîte verrouillée, le cœur battant au craquement du bois. À l'intérieur, des documents, décolorés mais lisibles, portant l'ancien nom d'Antoine et le sien. Des appels conjoints depuis la prison, des mentions d'un témoin partagé dans une affaire de fraude d'entreprise. Puis un flash, 8 ans plus tôt, dans la chaleur étouffante de la bibliothèque de la prison, Nathalie et Antoine blottis sur des livres de droit, la sueur perlant à leur front alors qu'ils préparaient leurs appels. « Cette affaire Harlan Crowe », avait murmuré Antoine, les yeux brillants. « C'est lié à ma fraude. Si on balance sur lui… » Nathalie avait hoché la tête, ajoutant les détails de son détournement, leurs histoires s'entrelaçant comme des lianes. Le flashback la frappa de plein fouet, 100 mots de mémoire revenant, sa main sur la sienne, promettant un partenariat, le cri du gardien les interrompant alors qu'ils cachèrent les dossiers. De retour dans le grenier, les enjeux montèrent en flèche. Ces papiers liaient l'ascension d'Antoine à la chute de Harlan, impliquant qu'il avait utilisé son témoignage anonymement pour garantir sa nouvelle vie. Mais alors que des pas résonnaient en bas, Louis peut-être, une petite défaite la frappa. Elle empocha une seule page, mais la boîte se referma sur son doigt, faisant couler le sang, alertant la maison. Antoine apparut à la porte du grenier, le visage furieux. « Vous fouinez? Vous avez fini ici ?» La découverte attisa son feu, mais la perte immédiate d'accès creusa le fossé, la victoire glissant comme du sable. Le premier tournant dramatique explosa 2 semaines plus tard, lors d'un somptueux dîner dans la salle de bal de l'hôtel particulier, les lustres jetant des flaques dorées sur les robes de soie et les smokings. Nathalie servait des hors-d'œuvre, le plateau stable malgré le nœud dans son estomac quand Antoine annonça un toast à sa réussite personnelle. La salle applaudit, Élise rayonnant de tension, Louis se pavanant, des invités de la haute société hochant la tête avec approbation. Mais Nathalie, circulant près de la table d'honneur, entendit l'aparté d'Antoine à un collègue. « Parti de rien après cette mauvaise passe ?»« Mauvaise passe ?» Les mots l'enflammèrent. Elle posa le plateau avec un cliquetis délibéré, attirant les regards. « Mauvaise passe ?» répéta-t-elle, sa voix portant. « Ou comme partager une cellule pendant des années, monsieur Beaumont, ou abandonner votre codétenu pour la laisser pourrir. » Des halètements parcoururent la salle. Le verre d'Antoine se brisa dans sa main. La révélation explosa. Antoine Beaumont, le magnate intouchable, exposé comme un ex-détenu. Le visage d'Élise blêmit, sa main volant à sa bouche. Louis se précipita en avant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»
bousculant Nathalie. Les invités murmurèrent, les téléphones sortant pour des clichés scandaleux. « Mensonge !» hurla Antoine, mais Nathalie tenait une photo froissée du grenier, leur photo d'admission en prison. La salle se fractura. Élise pleurait silencieusement, réalisant que les voyages d'affaires masquaient de plus sombres secrets. Louis se jeta sur la photo, seulement pour être retenu par la sécurité. La foule d'élite s'agita, une femme murmurant « Je savais qu'il était trop lisse ». Les conséquences s'enchaînèrent. Antoine ordonna le renvoi immédiat de Nathalie, mais un invité, un journaliste, immortalisa l'instant, le potentiel viral s'enflammant alors que les murmures se transformaient en appels. Nathalie se tenait au milieu du chaos, le cœur battant, le jeu ayant complètement changé. Elle n'était plus invisible, mais le catalyseur qui détricotait l'empire Beaumont de l'intérieur. Mais ce que Nathalie ne savait pas, c'est que le testament caché de leurs jours de prison allait tout changer. Et dans les mois qui suivirent, une conspiration plus profonde se dévoilerait, ramenant à la lumière des alliances longtemps enfouies. Alors qu'elle fait face à la trahison, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? Sérieusement, je lis chacun d'entre eux et je réponds personnellement à ceux qui partagent un peu de leur histoire. Des mois après la bombe de la salle de bal, les ombres de l'hôtel particulier s'allongèrent, les secrets s'infectant comme des blessures sous des bandages de soie. Élise Beaumont se glissa dans la véranda un après-midi pluvieux. Les parois de verre embuées par la condensation, la pluie crépitant comme des doigts impatients. À 52 ans, elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui avait depuis longtemps troqué la spontanéité contre l'assurance, ses cheveux blonds retenus en un chignon qui cachait des mains tremblantes. La sous-intrigue de sa vie se déroulait parallèlement au chaos que Nathalie avait déchaîné. Un mariage, construit sur le passé, fabriqué d'Antoine, se fissurant maintenant sous le poids des vérités qu'elle avait ignorées pendant des décennies. Élise avait rencontré Antoine 12 ans plus tôt lors d'un gala de charité, attirée par son esprit vif et l'aura d'un homme qui avait surmonté l'adversité. Leur fréquentation avait été un tourbillon, voyage luxueux, promesse de stabilité après sa propre jeunesse fracturée. Mais les murmures le suivaient, des rumeurs d'une vie antérieure disparue qu'elle avait rejetée comme de la jalousie. Maintenant, après le scandale, ses échos rugissaient. Elle sortit un journal intime caché d'une fougère en peau, les pages remplies de notes d'enquêteurs privés qu'elle avait engagés en secret. Une entrée détaillait la libération anticipée d'Antoine. Un accord de plaidé-coupable lié à son témoignage contre Harlan Crow, le titan des affaires dont le réseau de fraude les avait tous deux piégés. Le chemin parallèle d'Élise se connectait directement à la tempête principale. La révélation de Nathalie avait exhumé une lettre de la succession de Crow mentionnant une complice féminine dans l'accord, une femme dont l'histoire reflétait l'accusation de détournement de fonds de Nathalie. Tournant les pages, Élise découvrit une nouvelle information. Son propre père, un acteur mineur dans les combines de Crow, avait été celui qui avait piégé Nathalie à l'origine, faisant pression sur Antoine pour son silence en échange du capital de départ qui avait financé l'Empire Beaumont. La réalisation la frappa comme le tambourinement incessant de la pluie. La richesse d'Élise était souillée, bâtie sur les péchés de sa famille et la trahison d'Antoine. Elle referma le journal d'un coup sec alors que des pas approchaient, sa sous-intrigue s'entremêlant. Exposer cela signifiait tout perdre, mais garder le silence l'enchaînait au mensonge. Dans l'étreinte humide de la véranda, la détermination d'Élise vacilla. Alliée ou complice, son choix ferait pencher la balance dans le combat de Nathalie. Le passé complet de Nathalie se dévoila par fragments cette nuit-là, seule dans les quartiers exigus du personnel. La pièce éclairée par une unique lampe, projetant de longues ombres sur le papier peint écaillé. Elle était assise sur le bord de son lit, le médaillon ouvert dans sa paume, la photo de Sophie décolorée mais fière. Le traumatisme qu'elle avait enfoui pendant 15 ans refaisait surface maintenant, incontrôlable après les retombées du dîner. Cela avait commencé avec la mort de Robert, une poutre d'usine s'effondrant à cause d'un câblage défectueux, son corps écrasé alors qu'elle cuisait des pains à 3 kilomètres de là. Le chagrin était brut à l'époque.
un vide que les câlins de Sophie ne pouvaient combler. Mais la vraie fracture était venue à la boulangerie. Les fournisseurs diminuaient ses commandes, la trésorerie s'asséchait et l'associé de Harlan Crowe, l'ancien rival de son père, avait placé de faux registres l'accusant de vol. Antoine, déjà incarcéré pour sa fraude, avait été son lien involontaire. Il avait entendu les hommes de Crowe se vanter dans un bar, l'avertissant anonymement, mais trop tard. Le procès l'avait mis à nu. Le marteau du juge résonnant comme un glas, le visage de Sophie baigné de larmes dans la salle d'audience, alors que les services sociaux l'emmenaient. La prison était arrivée comme un enfer plus profond. L'examen froid de l'admission, le fracas des portes de cellules scellant son destin. Là, la présence d'Antoine avait été une bouée de sauvetage. Leur nuit partagée à préparer des appels, mais son abandon après sa libération faisait écho à la perte de Robert, amplifiant l'isolement. La voix de Nathalie se brisa dans la pièce silencieuse, un monologue confessionnel se déversant dans l'air vide. Je pensais que la loyauté était mon armure, mais c'était une chaîne. Robert parti, Sophie perdue. Je me suis reconstruite à partir des cendres, seulement pour qu'Antoine les éparpille à nouveau. Combien de fois une femme peut-elle se briser avant de n'être que poussière? Les murs que j'ai construits n'étaient pas pour me protéger. C'était ma cage me coupant du monde qui m'avait jugé coupable avant même que l'encre ne sèche. Les mots restèrent en suspens, 120 d'entre eux, bruts et non filtrés, ses épaules secouées par les larmes qui tracèrent des chemins familiers. La vulnérabilité atteignit son paroxysme. La poitrine soulevée par des sanglots qu'elle étouffait dans l'oreiller, le médaillon serré comme un battement de cœur. Puis, on frappa doucement. Simone Dubois, la cuisinière âgée qui s'était liée d'amitié avec elle des semaines auparavant, entra avec un thermos de tisane. Simone, 60 ans et burinée par sa propre peine pour fraude sur chèque, s'assit à côté d'elle. « J'ai vu ce regard, ma petite. Le passé ne vous définit pas. C'est le combat d'après qui compte. » Sa perspective trancha à travers le brouillard. Une consolation enveloppée de cicatrices partagées, exhortant Nathalie à transformer la douleur en arme. Utilisez-le, ne le laissez pas vous utiliser. Alors que Simone partait, Nathalie essuya son visage, l'instant forgeant de l'acier à partir du verre brisé, ses secrets les plus profonds devenant le carburant pour la bataille à venir. Du point de vue d'Antoine dans son bureau, le monde semblait différent. La fumée du cigare s'enroulant vers le ventilateur de plafond, le liquide ambré tourbillonnant dans un verre alors qu'il arpentait la pièce devant les fenêtres, allant du sol au plafond, donnant sur le parc assombri de la propriété. À 58 ans, c'était un homme qui avait grimpé des caniveaux au penthouse, mais l'humanisé révélait des fissures dans l'armure du méchant. Sa motivation ne venait pas seulement de la malveillance, mais d'une peur viscérale de la pauvreté qui l'avait vu naître. Un gamin d'un taudis de Belleville, regardant sa mère mourir de faim pendant que son père jouait leurs maigres sous. L'accusation de fraude. Une tentative désespérée de financer une start-up, inspirée après avoir surpris les combines de Crowe dans un bar miteux. La prison avait été son creuset. Partager les histoires de cellules de Nathalie avait renforcé sa détermination. Mais la libération avait apporté la terreur, les agents de probation rôdant, d'anciens associés à ses trousses. Voler l'identité, témoigner anonymement contre Crowe, c'était l'arithmétique brutale de la survie. Flashback dans cette salle de négociation de peine, les néons grésillants, l'avocat insistant, donnez le nom de la complice et vous sortez. Antoine avait hésité, le visage de Nathalie à l'esprit, mais avait murmuré ces informations quand même, rationalisant cela comme couper les ponts pourris. Maintenant, l'Empire, investissement technologique, siège au Conseil, semblait fragile, un château de cartes face au vent du scandale. Il se versa un autre verre, marmonnant à son reflet. « J'ai fait ce que je devais. Elle était faible, je me suis adapté. » Pourtant, humaniser ne justifiait pas. Cela compliquait, montrant un homme hanté par ses choix, son arrogance masquant le regret. Le nœud moral se serrait. Antoine avait un argument. Dans un système truqué pour les impitoyables, la loyauté était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Mais alors que les révélations de Nathalie s'accumulaient, sa peur authentique refit surface.
Perdre Élise, le mépris de Louis, la fortune s'effondrant. Il reposa brutalement son verre, la dimension ajoutant de la profondeur. Pas un monstre, mais un survivant dont les victoires s'étaient faites aux dépens des autres, brouillant les lignes dans la quête de justice de Nathalie. Les répercussions sociales du conflit se répandirent comme une traînée de poudre dans les cercles élitistes, transformant le nom des Beaumont d'Or en ragot. Des semaines après le dîner, les tabloïds titraient en gros le passé carcéral du magnate révélé par sa domestique, alimenté par la photo de ce journaliste, désormais viral sur les réseaux sociaux. Lors d'une vente aux enchères caritatives, les chuchotements fusaient parmi les mondaines aux colliers de perles. Antoine a toujours été trop lisse. Un ex-tolard, ça ne m'étonne pas. Un donateur, un magnate de l'acier, retira son financement de Beaumont Ventures, citant un risque de réputation, son assistant tapotant frénétiquement sur son téléphone. Élise recevait des appels du comité des dames, les voix dégoulinantes de fausses sympathies. « Ma chère, comment tenez-vous le coup ?» Un tel choc. Mais les jugements étaient plus durs. De vieux amis oubliaient de les inviter. La famille de la fiancée de Louis exigeait des clauses de contrat de mariage, liées au squelette de la famille. Les rumeurs s'intensifiaient. La domestique est une croqueuse de diamants, engagée par des rivaux. La pression montait de l'extérieur. Des enquêtes de l'AMF se profilaient. Les actions chutaient de 15%. Nathalie sentit le poids dans les regards volés au supermarché, les caissières murmurant « C'est elle, la femme de la prison ». L'isolement la rongeait. Les offres d'emploi se tarirent après l'hôtel particulier, les préjugés contre les ex-détenus amplifiés par association. Élise la confronta dans le jardin, les haies bruissant dans la brise. « Vous nous avez ruinés. Cela en valait-il la peine ?» Nathalie soutint son regard. « Votre ruine a été bâtie sur ma douleur. » L'opinion publique se divisa. Certains vilipendaient Nathalie comme étant vengeresse, d'autres la glorifiaient comme une diseuse de vérité. Mais l'examen public l'écrasait, pesant sur elle comme des chaînes invisibles, la sous-intrigue du jugement sociétal forçant Nathalie à se demander si la justice valait l'exil. Une complication inattendue frappa Nathalie en plein milieu du mois, dans la lueur terne d'une bibliothèque municipale, où elle cherchait refuge parmi de poussiéreux ouvrages de droit. Elle avait assemblé des fragments. Un testament falsifié de la succession de Cros, la nommant bénéficiaire d'un trust qu'Antoine avait intercepté lors de son accord. L'espoir monta. Cela pourrait prouver son innocence, récupérer l'avenir de Sophie. Mais alors qu'elle photocopiait des pages, son téléphone vibra. Louis, la voix mielleuse. « Rendez-vous, ou je donne l'adresse de votre fille à la presse. » Le dilemme la frappa. Un coup de poing moral. Exposer le testament et risquer la sécurité de Sophie, ou l'enterrer pour la paix de la famille. Nathalie arriva au rendez-vous, un banc de parc brumeux, le cœur battant. Louis se pencha, les yeux froids. « Le testament de mon père me laisse tout. Le vôtre, une note de bas de page. Partez ou elle paye !» Le désespoir la griffa. Elle tenta de raisonner. « Il ne s'agit pas d'argent, c'est la vérité. » Il rit, faisant glisser une clé USB. De faux emails la dépeignant comme une maîtresse chanteuse. « Ma solution. Signer cet accord de confidentialité ou ça devient viral. » La tentative échoua lamentablement. Alors qu'elle refusait, le téléphone de Louis sonna. Antoine, lui ordonnant de se taire. La sécurité arriva, l'escortant dehors, la clé USB disparaissant dans sa poche. La situation empira. Cette nuit-là, des publications anonymes firent surface en ligne, transformant son histoire en « Une ex-détenue vindicative harcèle les Beaumont ». Sophie appela, la voix tremblante. « Maman, les gens au travail posent des questions. » L'isolement s'intensifia. L'obstacle n'étant plus seulement légal, mais personnel. Un poignard dans son cœur, forçant Nathalie à se demander si se battre seule était un chemin vers la ruine. La complication ajoutait une nouvelle couche de désespoir. Sa détermination vacillant au bord du gouffre. À la marque des 45 minutes, alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, Nathalie était assise dans un café sordide, la vapeur s'élevant d'un expresso intact, le monde extérieur flou dans des traînées de néon. Le point de risque d'abandon le plus élevé approchait.
Les rumeurs avaient enflé, les avocats d'Antoine tournant comme des requins, Sophie à nouveau distante. Mais alors, une femme s'approcha. Camille Lefebvre, 45 ans, en tailleur strict, une mallette à la main et des yeux perçants. « Nathalie Mercier, je suis votre allié inattendu. » Camille, une avocate pro bono spécialisée dans les erreurs judiciaires, se glissa dans la banquette. « J'ai vu le clip viral et je suis au courant pour le testament Crowe. Mon cabinet a géré sa succession de manière périphérique. Antoine a falsifié le codicille, mais les originaux existent. » La révélation raviva la flamme. Des documents prouvant le coup monté contre Nathalie, le vol par Antoine de sa part, un trust valant des millions provenant du fonds de restitution de Crowe. L'aide de Camille était sincère, motivée par l'injustice carcérale de sa propre sœur. Nous pouvons porter plainte, exposer tout le réseau. L'espoir fleurit, viscéral et soudain. L'emprise de Nathalie se resserra sur la table, une étincelle authentique au milieu de la morosité. Ou pourquoi maintenant ? Camille sourit faiblement. Parce que les femmes comme nous n'attendent pas la permission. La virada changea tout. Pas seulement une preuve, mais une partenaire dans la mêlée, transformant l'isolement en alliance. Alors qu'elle planifiait les prochaines étapes, assignation, déposition, le regard de Nathalie s'éclaircit, le moment critique la ramenant du bord du précipice, la promesse d'un règlement de compte brûlant vivement. Mais Nathalie ne savait pas qu'Antoine préparait déjà sa ruine finale. Et dans quelques semaines à peine, tout s'effondrerait. Les semaines s'estompèrent en un cauchemar, après la promesse de Camille dans le café, l'air s'épaississant des coups calculés d'Antoine. Tout s'est effondré en une seule aube fracassante. Nathalie se réveilla au son de coups frappés à la porte de son appartement, le bois vibrant comme des os dans la tempête. 2 inspecteurs se tenaient là. Leurs insignes brillants sous l'ampoule crue du couloir, leurs visages gravés d'une indifférence procédurale. « Nathalie Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion et fraude ?» Les mots atterrirent comme des coups, les menottes se refermant froidement sur ses poignets, tandis que les voisins regardaient depuis leur porte, les chuchotements tranchant la brume matinale. Le piège d'Antoine s'était refermé. Des preuves fabriquées à partir de la clé USB de Louis, transformées en une histoire où elle exigeait de l'argent du silence au Beaumont. Camille appela pendant le transfert, sa voix urgente crépitant dans la radio de la voiture. « C'est un coup monté, la caution est refusée, ils vous dépeignent comme un risque de fuite. » Libérée sous contrôle judiciaire des heures plus tard après une audience frénétique, Nathalie revint pour trouver son monde éventré. Les serrures de son appartement changées, ses affaires éparpillées sur le trottoir comme des déchets, vêtements souillés, le médaillon disparu de son tiroir. Le numéro de Sophie tombait directement sur la messagerie. Un dernier texto brûlant. « Maman, je ne peux pas supporter ça. La presse, c'est trop. » L'isolement s'abattit, absolu et suffocant. Les appels de Simone restaient sans réponse, Camille ensevelie sous les requêtes, Élise silencieuse. Nathalie erra dans les rues, la pluie trempant sa veste fine, la perte d'un poids physique pressant ses épaules contre le bitume. Le désespoir la saisit profondément, viscérale et implacable, ses respirations devenant saccadées, la poitrine se contractant comme si elle se noyait, les larmes se mélangeant à l'averse qui transformait les lampadaires en halos moqueurs. L'injustice déferla, un raz-de-marée, des années à reconstruire, seulement pour être traînée à nouveau dans les chaînes, l'ombre d'Antoine éclipsant sa lumière. Elle s'affala contre un lampadaire, le corps secoué de sanglots silencieux, le monde se rétrécissant au pouls de l'échec. Sophie partit à nouveau, la dignité bafouée, le combat réduit en cendres dans ses paumes. Pas d'alliés, pas de maison, juste l'écho des menottes et la brûlure de la dernière torsion de la trahison. Dans les confins obscurs d'une couchette de foyer cette nuit-là, Nathalie affronta la douloureuse vérité qu'elle avait éludée pendant des années, le matelas fin grinçant sous son poids tandis que les néons grésillaient au-dessus d'elle. La pièce bourdonnait des ronflements d'étrangers, mais son esprit rejouait l'effondrement en boucles impitoyables. C'est mon propre aveuglement qui a causé ça. La reconnaissance la brutalisa. Faire à nouveau confiance à Antoine dans l'hôtel particulier, ignorer les signaux d'alarme, comme ses regards fuyants pendant ses services, la façon dont il rôdait près de son casier.
Elle avait vu le calcul dans ses yeux après le dîner, mais s'était accrochée à leur pacte de prison, croyant que la loyauté pouvait racheter le passé. C'était sa faille, cette fois obstinée dans les liens forgés dans le feu, l'aveuglant au serpent qu'elle avait réchauffé. La mort de Robert aurait dû le lui apprendre. Les hommes comme Antoine survivaient en changeant de peau, laissant les autres saigner. Et Sophie, mon Dieu, Sophie, éloignée non seulement par les murs de la prison, mais par le refus de Nathalie de couper les ponts plus tôt, entraînant sa fille dans le feu croisé du scandale. Le monologue intérieur jaillit, involontaire et brut, les mots se formant dans l'obscurité comme une confession aux fantômes. Je pensais être forte, reconstruisant ma vie à partir de fragments, mais c'était une illusion. À chaque pas en avant, je le portais comme une ombre, murmurant « juste une fois de plus ». Robert m'avait prévenu contre la confiance aveugle avant l'accident. Vois les gens pour ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent, et j'ai échoué. Le silence de Sophie maintenant. C'est mon écho, la douleur que j'ai infligée en choisissant la vengeance plutôt que la paix. Comment suis-je devenue la méchante dans son histoire, combattant des fantômes alors qu'elle avait besoin d'une mère? Pas de sortie, pas de lumière, juste ce lit, ce regret, une femme qui a construit des murs si hauts qu'elle s'est piégée à l'intérieur. L'effondrement atteignit son paroxysme. 160 mots d'autorécrimination se déversant en murmures, ses poings martelant le mince oreiller jusqu'à ce que ses jointures saignent, son corps se recroquevillant en position fétale alors que les sanglots la secouaient. L'instant s'étira sans fin, sans salut en vue, la vérité un miroir brisant les illusions, point de non-retour où le poids de l'échec promettait de l'enterrer vivante. L'aube amena Simone Dubois dans le hall du foyer, son visage marqué par l'inquiétude, sous l'odeur de brioche fraîche qu'elle avait apportée dans une boîte en fer. À 60 ans, Simone se déplaçait avec la grâce délibérée de quelqu'un qui avait résisté à ses propres tempêtes. Fraude sur chèque dans sa jeunesse, une décennie à l'intérieur pour avoir couvert un fils égaré. Elle repéra Nathalie à une table d'angle, les yeux vides, et se glissa sur le siège sans préambule. « J'ai conduit toute la nuit, ma petite. Camille a appelé. Elle a dit que tu avais disparu après le tribunal. » Nathalie leva les yeux, la voix brisée. « Que reste-t-il à dire? J'ai tout perdu. » Simone se pencha, sa main stable sur celle tremblante de Nathalie, la perspective de la mentor tranchant le brouillard comme la lumière du matin. « Écoute, tu oublies qui tu es dans le noir, mais moi je m'en souviens. Cette femme en prison, elle ne s'est pas brisée quand ils lui ont pris sa fille. Elle a planifié, enduré. Antoine joue salement parce qu'il te craint. Il craint la vérité que tu portes. » Nathalie secoua la tête, mais Simone insista, la voix ferme. « Rappelle-toi mon histoire. Mon fils, drogué, m'a entraîné dans sa chute. J'ai fait de la prison en pensant que ça me finirait, mais dehors, je me suis reconstruite. J'ai fait du pain pour le quartier. J'ai trouvé un but. Ta valeur n'est pas dans ce qu'ils volent. Elle est dans le feu qu'ils ne peuvent pas toucher. Ce médaillon, il n'est pas perdu. Il est en toi. Bats-toi non pas pour la vengeance, mais pour la fille qui a besoin de voir sa mère se relever. » Les mots tissèrent un parallèle avec la sous-intrigue d'Élise, Simone révélant qu'elle avait entendu les confessions de la mondaine à un réseau d'employés, laissant entendre que la falsification d'Antoine faisait éclater les mariages, comme le sien l'avait fait autrefois. Élise craque aussi, utilise ce fil. L'espoir n'est pas donné, il est revendiqué. Le regard de Nathalie s'aiguisa, la graine plantée, un rappel de la résilience, la sagesse de la mentor jetant un pont entre le désespoir et l'aube. Alors que Simone partait avec une étreinte, le brouhaha du foyer s'estompa, la détermination de Nathalie s'agitant faiblement. Le conseil, une bouée de sauvetage dans l'abîme. Le soir venu, dans le bureau encombré de Camille surplombant la ville, Nathalie fit face à la décision irréversible, des papiers éparpillés sur le bureau comme des feuilles mortes. L'air sentait le café froid et l'encre d'imprimante, la lampe de l'avocate jetant des flaques chaudes au milieu des piles de dossiers. Camille arpentait la pièce, soulignant les risques. Le procès contre Antoine, diffamation, fraude, usurpation d'identité, est bétonné avec les originaux du testament.
Mais ça coûtera cher. Procès public, frénésie médiatique, possible contre-attaque dépeignant comme instable. Nathalie fixa les documents, l'encre du codicille se brouillant sous des larmes non versées. Le coût semblait énorme. Exposer l'adresse de Sophie pour les dépositions, revivre les horreurs de la prison à la barre, aliéner Simone avec le danger. Pourtant, battre en retraite signifiait se rendre, l'empire d'Antoine intact sur sa vie volée. « Faites-le » dit Nathalie, sa voix s'assirant. « Tout, pas de demi-mesure. » Camille hocha la tête, rédigeant la plainte. Assigner les finances d'Antoine, faire déposer Élise et Louis, déterrer les dossiers de prison liant l'accord Crowe. Le plan détaillé avec une efficacité concise. Calendrier, dépôt avant la fin de la semaine, audience dans 30 jours, stratégie, tirer parti de la sympathie virale, s'allier avec des journalistes pour une contre-narration, contingence, planque pour Sophie si les menaces s'intensifient. Nathalie signa, la plume grattant comme un vœu, acceptant le prix. Sa vie privée, sa paix, le fragile anonymat de la réinsertion. Alors que Camille rassemblait les papiers, un montage de préparation défila dans l'esprit de Nathalie. 50 mots de résolution. Préparer un sac d'urgence, mémoriser les listes de témoins, répéter son témoignage dans le miroir, le poids du médaillon désormais un talisman de détermination. La décision était scellée, pas de retour en arrière, le point de non-retour franchit les yeux grands ouverts, la crise la forgeant en quelque chose d'incassable. Et c'est alors que Nathalie fit ce que personne n'attendait. Elle déposa plainte publiquement, déclenchant la guerre. La confrontation finale était sur le point de commencer, et l'enjeu était sa vie récupérée ou perdue à jamais. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent sous le crépitement des flashs, Nathalie Mercier entrant avec Camille Lefebvre à ses côtés, l'air électrique d'anticipation. C'était le point culminant du procès. Des mois après le dépôt de plainte, l'Empire Beaumont jugé pour fraude, vol et trahison. Les pas de Nathalie résonnèrent sur le parquet ciré, son chemisier simple et son pantalon contrastant fortement avec les costumes dans la galerie. Sa détermination claire dans ses épaules carrées, les yeux fixés sur la table du plaignant. Camille murmura la stratégie. « Tenez-vous en au fait. Laissez les documents parler. » Nathalie hocha la tête, s'installant à sa place, alors que l'huissier annonçait la cour, le marteau du juge claquant comme le tonnerre. L'action se déroula délibérément. Camille se leva la première, présentant le testament falsifié de la succession de Crowe, ses pages jaunies mais accablantes, le nom de Nathalie comme bénéficiaire d'un fonds de restitution de 5 millions d'euros, intercepté par le témoignage anonyme d'Antoine. « Madame la juge, cela prouve l'usurpation d'identité et le parjure, déclara Camille, faisant glisser les pièces à conviction. Antoine, à la table de la défense, bougea, son avocat protestant furieusement, mais la juge rejeta l'objection. Nathalie prit la barre ensuite, la voix stable, alors qu'elle racontait le pacte de la prison, l'abandon, ses mots peignant des images vives de cellules partagées et de serments brisés. La galerie murmura, les journalistes griffonnant. Élise détourna les yeux depuis la rangée du fond. Louis grimaça à côté d'elle. La résistance monta lorsque l'avocat d'Antoine la contre-interrogea. « Madame Mercier, n'est-ce pas une vengeance pour un licenciement ?» Nathalie croisa son regard. « Non, c'est la justice pour une vie volée. » La tension atteignit son comble lorsque Camille appela son dernier témoin, Simone Dubois, qui témoigna avoir entendu Antoine se vanter dans la cuisine de l'hôtel particulier, confirmant la falsification. Les actions détaillées, 200 mots de théâtre judiciaire, s'enchaînèrent sans relâche. Objections fusant, preuves projetées sur des écrans, la main de Nathalie stable sur la Bible, alors qu'elle jurait de dire la vérité. Les témoins réagirent par vagues. Halètement du jury, le stylo d'un journaliste se brisant, le visage d'Antoine pâlissant sous la lumière fluorescente. Sa première contre-attaque vint via des témoins de moralité, d'anciens associés jurant de son intégrité réformée. Mais Camille les démolit avec des traces financières, reliant les fonds des Beaumont à l'argent blanchi de Crowe. La salle retint son souffle, la tension s'enroulant comme un ressort. Chaque objection une étincelle menaçant d'exploser, la détermination de Nathalie inflexible au milieu de la mêlée.
La confrontation émotionnelle atteignit son apogée cet après-midi-là, Antoine et Nathalie face à face dans le couloir pendant la suspension d'audience, le couloir vide à l'exception de Camille et d'un garde posté au bout. La tension crépitait, l'air épais de l'odeur de vieux vernis et de café de la machine. Antoine la coinça contre le mur, les yeux flamboyants, la voix à un sifflement bas. « Tu crois que ça va me détruire? J'ai bâti ça à partir de rien. Tu n'étais qu'un moyen. » Nathalie se redressa, impassible, les vérités de 8 ans éclatant dans un dialogue brut et sans filtre. « Tu avais promis que nous nous en sortirions ensemble, » dit-elle, la voix stable mais tranchante. « Cette cellule, les nuits à planifier, à partager les lettres de Sophie, tes peurs de retourner à rien. Ce n'était pas un moyen, c'était la confiance. » Antoine rit amèrement, s'approchant. « La confiance? Là-bas, c'est la survie. J'ai négocié l'accord avec Crow parce que tu me tirais vers le bas. Ton histoire de détournement était trop sale pour repartir à zéro. J'ai témoigné, obtenu l'identité, je t'ai laissé purger ta peine. Des regrets? Peut-être. Mais regarde-moi maintenant. » Les yeux de Nathalie se plissèrent, ses poings se serrant le long de son corps. « Des regrets? Tu as volé mon nom pour l'accord? Falsifié le testament pour prendre ma part? Sophie a grandi sans moi parce que tu as disparu? La tombe de Robert? Je ne pouvais même pas m'y recueillir. Ce n'est pas de la survie, c'est de la lâcheté. » Il se pencha, son souffle chaud. « Lâcheté? J'ai vu ma mère mourir de faim. La prison m'a appris. Coupe les ponts ou coule. Tu étais faible, Nathalie. Accrochée à ce médaillon, ta famille d'abord. Je me suis adapté. Cet empire, il est à moi parce que je l'ai fait. Faible. » Sa voix monta, résonnant sur le carrelage. « J'ai purgé ma peine complète. J'ai reconstruit ma vie sans accord ni mensonge. Tu te cachais derrière un nouveau nom pendant que je frottais tes sols. Admets-le, tu avais besoin de mon histoire à vendre aux fédéraux, puis tu m'as jeté comme un déchet. » La façade d'Antoine se fissura, ses épaules s'affaissant légèrement. « Très bien. Le témoignage. J'ai déformé tes informations pour enfoncer Crow plus profondément. Je suis sorti plus vite, mais toi, tu aurais pu négocier ton propre accord. Au lieu de ça, tu as joué la loyauté. C'est ton problème. Loyal à quoi? À un serpent? » Nathalie insista, des larmes brillant mais non versées. « Tu savais que Harlan m'avait piégé. Tu as entendu ces hommes dans ce bar. Tu m'as prévenu trop tard, puis tu en as profité. Sophie m'appelle la mère Tollarde maintenant. Merci pour tes fuites. Est-ce que ça en valait la peine, Antoine? Cette vie bâtie sur mes ruines? » Il marqua une pause. Le couloir silencieux à l'exception de voix lointaines, jouant sa dernière carte. « Le testament? Oui, je l'ai falsifié. Le fonds de Crow était un levier, assez pour démarrer Beaumont Ventures. Mais l'exposition maintenant. Élise me quitte. Louis me déteste. Si tu gagnes ça, je perds tout. » Une lueur de vulnérabilité, un aveu suspendu, la catharsis intense, alors que des années de vérité gardée se déversaient, les liens se fracturant au grand jour. Nathalie recula, sa voix s'adoucissant mais restant ferme. « Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de récupérer ce qui m'appartient. » Antoine se détourna, le garde s'éclaircissant la gorge, mettant fin à l'échange. Le dialogue, 280 mots de pure confrontation, les laissa tous deux à vif, les pics émotionnels s'écrasant comme des vagues, l'air plus lourd d'une douleur non résolue. La résolution du conflit principal s'imposa lorsque la juge reprit l'audience, la salle d'audience plus bondée, l'air vibrant d'anticipation. Les conséquences pour Antoine se déroulèrent rapidement, justes et implacables. La plaidoirie finale de Camille scella l'affaire. Les preuves démontrent l'usurpation d'identité, la falsification et l'abandon d'une co-conspiratrice. La vie de Madame Mercier déviée au profit de Monsieur Beaumont. Le jury délibéra 2 heures, revenant avec des verdicts, coupables sur tous les chefs d'accusation, fraude, parjure, usurpation d'identité. Antoine se leva, le visage livide, tandis que le marteau tombait. 10 ans minimum, entonna la juge, et restitution complète à Madame Mercier. La justice se manifesta légalement. L'Empire Beaumont saisi, les actifs gelés, le trust de 5 millions d'euros rendu à Nathalie avec intérêt. Socialement,
Les retombées furent énormes. Les gros titres criaient « La chute du magnate, le pacte de prison tourne au parjure ». Émotionnellement, un sentiment de clôture submergea Nathalie, alors que la vérité du testament la réhabilitait, l'accusation de détournement de fonds étant effacée rétroactivement. Les témoins la validèrent par vagues. Le président du jury, hochant la tête solennellement, son histoire sonnait vraie. Élise s'approcha après le verdict, la voix brisée. « Vous méritiez mieux. Je demande le divorce. Je repars à zéro. » Louis, soumis dans le couloir, marmonna « J'avais peut-être tort. » Un aveu réticent. Les sous-intrigues se résolurent nettement. Le témoignage de Simone valut à sa boulangerie communautaire des subventions grâce à la publicité. Le cabinet de Camille gagna en notoriété pro bono, faisant le lien avec l'affaire de sa sœur. Nathalie fit preuve de maturité sur les marches du palais de justice, s'adressant brièvement aux caméras. Ce n'est pas une vengeance, c'est la preuve que la vérité perdure. Sa posture droite, le médaillon brillant à son cou, retourné par un informateur anonyme, probablement Élise, l'arc narratif complet, de domestique de l'ombre à femme reconquise, le cœur du conflit résolu dans un équilibre cathartique. Dans le calme qui suivit, alors que le coucher de soleil peignait la ville d'or, Nathalie se tenait sur les marches de l'hôtel particulier, désormais sien par décision de justice, reconnu et validé par ceux qui l'avaient autrefois méprisé. Camille arriva la première, l'embrassant chaleureusement. « Vous l'avez fait. Le monde voit une survivante maintenant. » Simone suivit, une boîte de brioches à la main, son rire chaleureux. « Je vous l'avais dit, ma petite, on ne peut pas éteindre le feu. » Même Élise s'attarda à la grille, les yeux doux. « Prenez la maison. Elle est souillée pour moi, mais peut-être une rédemption pour vous. » Louis hocha la tête de loin, un rameau d'olivier silencieux, son ambition humiliée. Antoine, emmené menotté, jeta un dernier regard en arrière. Pas de mots, juste la défaite gravée profondément. La nouvelle normalité s'installa doucement. Nathalie à l'intérieur, touchant le bureau où les vérités s'étaient cachées, l'espace n'étant plus oppressant mais une toile vierge. Elle appela Sophie, la voix stable. « Rentre à la maison, nous avons un avenir. » La célébration fut subtile, un thé avec ses alliés, des plans pour le fonds fiduciaire transformant la propriété en foyer de réinsertion pour ex-détenus comme Simone. Une sensation de clôture s'installa, les fils renoués, mais le murmure des échos persistants demeurait, la victoire durement gagnée et profonde. Mais l'histoire ne se termine pas avec la victoire, car 6 mois plus tard, les conséquences à long terme devaient encore être affrontées. 6 mois après que le marteau du tribunal eut scellé le sort d'Antoine, l'hôtel particulier sur la colline était transformé, non pas en un monument au pouvoir volé, mais en un phare de renouveau tranquille. Nathalie Mercier, désormais âgée de 56 ans, se déplaçait dans ses couloirs ensoleillés avec détermination, les murs autrefois oppressants, résonnant maintenant de voix d'espoir. La propriété qui lui avait été attribuée dans le cadre de la restitution avait été reconvertie en foyer Mercier, un centre de réinsertion pour femmes sortant de prison, financé par le trust de 5 millions d'euros plus les intérêts. Nathalie supervisait tout. Réunion matinale dans l'ancien bureau, où elle avait autrefois poli l'argenterie en silence, devenu un espace de thérapie de groupe sous une lumière douce. Sa vie avait profondément changé. Des mèches grises dans ses cheveux coiffés librement, une simple chaîne en or avec le médaillon visible à son col, symbolisant la famille qu'elle avait retrouvée. N'étant plus la domestique invisible, elle consultait des ONG locales. Son témoignage, lors de l'appel d'Antoine, inspirant des changements de politique pour les erreurs judiciaires. Sécurisée financièrement, Nathalie faisait don de portions du trust à des bourses d'études, s'assurant qu'aucune Sophie ne rencontre les mêmes obstacles. Intérieurement, les changements transparaissaient dans ses actions. Elle encadrait les résidentes avec la même main ferme qui pliait autrefois les draps, sa méfiance adoucie en une ouverture prudente, les sourires atteignant plus souvent ses yeux. La solitude de son ancien appartement était remplacée par des dîners communautaires dans la grande cuisine, les rires remplissant les espaces
que l'arrogance d'Antoine avait réduits au silence. La transformation de Nathalie était complète. Résiliente, non pas dans l'isolement, mais en élevant les autres, le poids de la trahison levé comme une brume matinale. Chaque personnage trouva sa conclusion dans la nouvelle tapisserie, leurs arcs narratifs se rattachant au triomphe de Nathalie. Élise Beaumont, 52 ans, avait demandé le divorce quelques semaines après le verdict, partant avec un modeste accord pour recommencer à zéro dans une petite maison côtière. Elle avait vendu ses bijoux, finançant une association pour conjointes maltraitées. 40 mots de réinvention tranquille. N'étant plus la mondaine pleine d'assurance, Élise faisait du bénévolat dans des refuges, son journal intime devenu un plan d'évasion pour les femmes, trouvant la paix dans l'anonymat après des années de cage dorée. Louis Beaumont, 28 ans, n'hérita que de leçons, son ambition freinée par l'ombre du scandale. Il prit un poste de cadre moyen dans une entreprise concurrente, 40 mots marquant son chemin. Des séances de thérapie révélèrent l'influence de son père, transformant son agressivité en conseil éthique, un signe de tête à Nathalie lors d'une rencontre fortuite. « Vous m'avez montré que le pouvoir sans intégrité s'effondre. » Simone Dubois, 60 ans, prospérait en tant que chef cuisinière du foyer. Sa boulangerie communautaire a grandi grâce à une subvention obtenue suite à la publicité. 40 mots de son épanouissement. Des cours de pâtisserie pour les résidentes guérissaient de vieilles blessures. Son fils réconcilié après avoir vu sa force. Le rire de Simone désormais un pilier quotidien, prouvant que les secondes chances se multiplient. Camille Lefebvre, 45 ans, profita de l'affaire pour prendre la tête du cabinet, se spécialisant dans les procès en restitution. 40 mots de son ascension. La mémoire de sa sœur honorée par des victoires pro bono, Camille conseillant Nathalie lors des réunions du conseil d'administration, leur alliance, un pilier du bouclier juridique du foyer. Même Antoine, depuis sa cellule, envoya une unique lettre, non ouverte par Nathalie, mais son existence un dernier fil clos, son empire réduit en poussière, les conséquences permanentes, les sous-intrigues résolues entièrement, la falsification de Croc démêlée par des enquêtes fédérales, les restes de Harlan redistribués, les secrets de famille d'Élise exposés dans ses mémoires, libérant sa lignée, l'arc de trahison de Louis se terminant par des paiements de restitution aux victimes. Tout était lié. Le combat de Nathalie n'était pas seulement personnel, mais une onde de choc restaurant des équilibres longtemps faussés. Dans le jardin de l'hôtel particulier, désormais fleuri de fleurs sauvages, là où régnaient autrefois des pelouses manucurées, Nathalie était assise sur un banc patiné, le soleil de fin d'après-midi réchauffant son visage. C'était une scène symbolique, faisant écho au chaos de ce premier cri 6 mois plus tôt. Alors, le marbre du salon froid sous le chaos. Maintenant, la terre douce et vivante. Sophie, 25 ans, s'approcha. Ses pas légers sur le chemin de gravier. Un sourire timide perçant. « Maman !» dit-elle en s'asseyant près d'elle. « Le foyer est incroyable. Je reste pour aider à l'administration. » Nathalie toucha le médaillon, un rappel direct. « Tu te souviens quand j'ai crié dans cette maison? Je pensais que c'était la fin. » Sophie hocha la tête, les yeux embués. « C'était notre commencement. Tu t'es battue pour nous, pour moi. » Leur dialogue, 60 mots d'essence. « J'avais peur que tu détestes les cicatrices, » admit Nathalie. « Jamais, » répondit Sophie. « Tu m'as appris que la force n'est pas de cacher la douleur, c'est de la transformer en lumière. » Une image poétique se déploya. Les fleurs s'inclinant dans la brise, symbolisant la renaissance de Nathalie, les épines taillées, mais les racines profondes. Émotion authentique, contenue. Un silence partagé, les mains jointes, le bourdonnement du jardin affirmant la transformation sans fanfare. La voix du narrateur devient réfléchie, reliant l'arc de Nathalie à des vérités universelles. Dans les histoires comme la sienne, la résilience n'est pas un éclair, c'est la reconstruction silencieuse après la tempête de la trahison. Pour les femmes qui ont porté les prisons invisibles du doute ou de la perte, le chemin de Nathalie murmure « La vérité, une fois enfouie, fleurit en justice. » L'impact perdure, non pas dans la vengeance, mais dans les héritages qui survivent aux empires, prouvant que se réapproprier son histoire donne du pouvoir aux générations.
L'espoir infuse chaque pas en avant. Un rappel que les chaînes brisées forgent des chemins plus forts, transformant les batailles personnelles en victoires partagées. Et vous, avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui vous a trahi dans votre heure la plus sombre? Vous êtes-vous reconstruit à partir des cendres d'une chute injuste? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être l'étincelle dont une autre femme a besoin pour se relever aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus. Mettez un j'aime si cela vous a ému. Rappelez-vous, le silence nous enchaîne mais la vérité nous libère. À bientôt.